Dans la cathédrale Saint-Paul, Isabelle, une petite Française de 6 ans, se débat sous le poids des ornements d'or et de soie, tandis que les bougies dansent sur les vitraux gothiques. L'orgue résonne dans les couloirs de pierre tandis que la noblesse de deux royaumes observe une jeune mariée se diriger vers l'autel pour épouser un homme de 29 ans qui fera d'elle sa reine. Quelques minutes plus tard, vous découvrirez la terrible vérité sur la plus jeune victime politique d'Europe, une preuve que les historiens médiévaux ont tenté de dissimuler pendant des siècles sur la cruelle réalité qui se déroulait derrière les murs des palais, lorsque des enfants étaient utilisés comme pièces dans les jeux d'échecs royaux. Cependant, ce qui rend la chose plus affligeante, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une coutume ancienne venue de pays étrangers. Elle se déroulait à Londres, en France, et à l'apogée de la culture médiévale. Les révélations qui suivront modifieront radicalement votre perception de la manière dont la noblesse européenne traitait sa propre progéniture. 9 novembre 1389. Le palais du Louvre résonne de cris, mais pas de l'accouchement. Le roi Charles VI de France est pris d'une nouvelle crise. Il se croit fait de verre, et un simple contact pourrait le briser en 1000 morceaux. Les gardes ont reçu l'ordre de garder leur distance, tandis que le roi de France se blottit dans les coins, gémissant à cause d'adversaires invisibles qui le poursuivent dans ses propres appartements. Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, la reine Isabelle de Bavière accouche de sa 4e fille. Les sages-femmes échangent des regards inquiets. Une autre fille, une autre bouche à nourrir, un autre instrument politique à perfectionner et à troquer le moment venu. On l'appelle Isabelle. Dès son premier souffle, elle n'était pas une enfant, mais une monnaie d'échange. Réfléchissez-y un instant. Alors qu'à 6 ans, votre principale préoccupation était peut-être d'apprendre à lire ou de vous faire des amis, Isabelle était préparée comme un contrat vivant. Ses jouets n'étaient pas de simples poupées. C'étaient des cours miniatures où elle répétait des rituels diplomatiques. Ces histoires du soir n'étaient pas des contes de fées. Apprendre la politique mais comprendre l'étrange union d'un enfant de 6 ans et d'un homme plus âgé exige de mettre au jour la déliquescence au cœur de la famille royale française. Charles VI, aussi connu sous le nom de Charles le Fou, n'a pas toujours été mentalement malade. À 24 ans, il a connu une dépression nerveuse lors d'une campagne militaire. Ses actions ont évolué, passant de la conduite des troupes à l'attaque de ses propres hommes, les prenant pour des assassins. Cette instabilité mentale réapparaissait sporadiquement, avec des périodes de lucidité où il fonctionnait comme le roi cultivé que la France exigeait. Cependant, à des moments imprévisibles, il lui arrivait de se dévêtir et de courir à travers le palais en hurlant, ou d'oublier son identité, voire d'oublier complètement sa femme et ses enfants. La médecine médiévale n'a pas apporté de solution. Les médecins ont essayé diverses méthodes, de la saignée à l'exorcisme, mais sans succès. La France était sous la domination d'un fou et en arrière-plan, des opportunistes rôdaient tels des vautours. Isabeau de Bavière, la mère d'Isabelle, était la plus notable de ces prédatrices, exploitant la folie du roi plutôt que de la considérer comme une tragédie. Elle discernait le potentiel de chaque événement car il lui offrait un pouvoir supplémentaire à exploiter, des richesses à amasser et des partenaires à séduire, pendant que son mari restait confiné dans ses appartements. Cependant, la situation se dégrada encore. Les chroniqueurs de la cour, dont la tâche était de dépeindre la royauté sous un jour favorable, ne pouvèrent dissimuler leur dégoût. L'un d'eux écrivit qu'Isabelle privilégiait les bijoux à ses enfants et le plaisir à la prière. Un autre affirma qu'elle avait eu au moins 3 amants lors des épisodes du règne de Charles VI, les recevant souvent dans des pièces voisines de celles où le roi était retenu. C'est cette femme qui éleva Isabelle, lui servant d'exemple de maternité. Le palais du Louvre de son enfance était un labyrinthe de complots. 2 factions, les Arminex et les Bourguignons, se disputaient le contrôle du roi fou. Les attentats à sa vie étaient liés fréquents. Le poison était une préoccupation constante. Les enfants de la noblesse ne s'ébattaient pas dans les jardins. Ils jouaient dans les cours fortifiées, sous l'œil vigilant des gardes, à l'affût des carreaux d'arbalète. À 4 ans, Isabelle connaissait déjà la folie imminente de son père, percevant son comportement erratique et son potentiel de violence. Ce que les livres d'histoire omettent, c'est une note glaçante de 1394 dans les comptes de dépenses de la cour de France. Cette année-là, le Trésor royal finança l'installation de barreaux de fer aux fenêtres de la chambre de la princesse Isabelle, non pas pour des raisons esthétiques ou défensives, mais parce qu'elle avait tenté de se suicider si jeune. La tragédie de son enfance n'était que le prélude aux épreuves qui l'attendaient. En 1395, des messagers arrivèrent d'Angleterre, porteurs d'une proposition visant à résoudre les problèmes de la France et à infliger des décennies de tourments à une fillette de 6 ans. Richard II d'Angleterre était dans une situation désespérée. Sa première épouse, Anne de Bohême, était décédée, le laissant sans héritier ni allié. Ses nobles étaient agités, et le trésor public était épuisé par les guerres incessantes avec la France. Il avait un besoin urgent de paix, de fonds et de ses nécessités.
Le Conseil français y vit l'occasion d'obtenir près de 30 ans de tranquillité en échange de l'or anglais, le tout au prix d'une fillette de 6 ans. Au fil des négociations, cette histoire passa du tragique au monstrueux. Imaginez cet homme adulte, vêtu de robes de velours, discutant autour de tables d'acajou autour d'un enfant, comme des marchands troquent des esclaves. Les envoyés anglais s'opposèrent d'abord au jeune âge d'Isabelle, même selon les normes médiévales. 6 ans, c'était d'une tendresse choquante. La plupart des mariées royales avaient au moins 12 ans, un âge suffisamment avancé pour supporter potentiellement l'accouchement. En réponse, les négociateurs français avancèrent un argument glaçant. Ils affirmèrent que s'emparer d'Isabelle à un si jeune âge permettrait à Richard de la façonner selon sa volonté. Elle grandirait en étant familiarisée avec les coutumes anglaises et en se conformant aux désirs de Richard. En substance, ils affirmaient qu'elle lui appartiendrait pleinement. La discussion tourna autour du toilettage, un procédé officiellement approuvé et négocié au niveau international pour une enfant de 6 ans. Les Anglais prévoyant de l'examiner d'abord. Pour être plus clair, ils comptaient l'examiner un peu comme du bétail. Les courtisans français reçurent l'ordre de présenter Isabelle aux envoyés anglais. Ils examinèrent divers aspects d'elle, notamment ses dents, sa posture et sa chevelure, s'assurant qu'elle était exempte de défauts. On entendit un seigneur anglais affirmer qu'elle grandirait avec grâce. Elle n'avait que 6 ans. L'accord fut finalisé à l'été 1396, la France acceptant de payer la somme colossale de 800 000 feuilles, soit l'équivalent de près de 2 années de revenus royaux anglais. En échange d'Isabelle, Richard II bénéficierait d'une trêve de 28 ans, de la reconquête des territoires français occupés et de la mainmise d'Isabelle elle-même. Pourtant, la clause la plus dure fut réservée à la fin. Le contrat de mariage, conservé aux archives nationales anglaises, comporte une clause souvent négligée par les historiens contemporains. Elle stipule que, si la consommation du mariage n'interviendrait qu'à la maturité d'Isabelle, Richard de Seanze acquérait immédiatement tous les droits inhérents à un époux. Parmi ceux-ci figurait le contrôle de sa résidence, de son éducation, de ses relations avec autrui, le partage de son lit pour l'acclimatation, la domination absolue sur sa vie et une autorité totale. D'un trait de plume, ils lui cédèrent son enfance. Lorsqu'on lui annonça qu'elle deviendrait reine d'Angleterre, Isabelle demanda « Puis-je apporter mes poupées ?» Réfléchissez à ce sentiment. L'inquiétude initiale d'une fillette de 6 ans avant son accession au trône tournait autour de la conservation de ses jouets. Encore une enfant, elle adorait les poupées et avait besoin d'aide pour tresser ses cheveux. Elle pleurait souvent à cause de blessures de mineurs. La cour de France fit preuve d'une ardeur démesurée pour organiser le mariage. Des couturières travaillèrent jour et nuit à la création d'une collection extravagante de 12 robes de mariée, 40 robes de cérémonie et des bijoux ayant appartenu à 3 générations de reines de France, tous taillés sur mesure pour une enfant de 6 ans. Isabelle de Bavière supervisa personnellement les préparatifs, s'intéressant davantage au mariage de sa fille qu'à son éducation. Non pas parce qu'elle s'était attachée à sa fille, mais parce que cette union symbolisait sa victoire. Elle avait réussi à échanger une fille contre la paix et la prospérité. Les poètes de la cour écrivirent des vers louant sa sagesse. Cependant, personne ne composa de vers pour l'enfant qu'on préparait à l'exportation. Octobre 1396, la cérémonie d'adieu au Louvre fut un chef-d'œuvre de théâtre politique. Avec une lucidité rare, Charles VI, les larmes aux yeux, laissa sa fille fondre en larmes. Les personnes présentes affirmèrent qu'il la serrait si fort qu'il fallut le forcer à le lâcher. Il lui murmura des mots à l'oreille, la faisant pleurer à chaudes larmes. Le message exact du roi fou à sa fille de 6 ans lors de leur ultime rencontre demeure inconnu. Cependant, on rapporte qu'Isabelle appela son père à grands cris jusqu'à en perdre la voix, même longtemps après la disparition de Paris. Le voyage de 2 semaines de Paris à Calais fut empreint de peur, la jeune enfant étant emmenée de plus en plus loin de tout ce qui lui était familier. Ses gardiens français attestèrent plus tard qu'elle mangeait à peine et dormait à peine. Elle serrait fermement une petite poupée de bois, son bien le plus précieux, jusqu'à ce que ses doigts saignent sous la pression. L'échange eut lieu à Calais, ressemblant à un échange d'otages. La délégation anglaise avait construit un vaste village de tentes sur la plage. Des pavillons de soie s'étendaient à perte de vue. Au sommet de la bannière flottant, de la musique résonnait, des acrobates se produisaient. Une scène festive où chacun se réjouissait, à l'exception du trésor vieux de 6 ans qui était au cœur de l'événement. Le rituel du transfert était méticuleusement orchestré. Des aristocrates français escortèrent Isabelle jusqu'au centre d'un champ délimité où les attendaient des nobles anglais. Des phrases latines résonnèrent, des mots qu'Isabelle ne comprenait pas. Des documents furent échangés. De l'or passa de main en main. En un instant, elle devint possession de l'Angleterre. Cependant, la suite des événements s'écarta radicalement du récit historique romancé. Les escortes anglaises séparèrent rapidement Isabelle de ses compagnes françaises. Sa nourrice, qui l'avait élevée depuis sa naissance, fut promptement renvoyée en France.
Ses servantes furent remplacées par des Anglaises inconnues dont Isabelle ne comprenait pas la langue. Même son chien adoré, un compagnon qui lui avait été promis, lui fut enlevé. En 1 heure seulement, après avoir retiré tout ce qui lui était familier, l'aversion de Richard pour les petits chiens lui causa une série de bouleversements. Le voyage de Calais à Londres se transforma en un défilé brumeux de visages inconnus et de discours inintelligibles. Les Anglais tentèrent de créer une atmosphère de liesse. Chaque ville traversée reçut l'ordre de célébrer sa nouvelle reine. Mais imaginez-vous à 6 ans, épuisé, terrifié, avec des inconnus vous criant dessus dans une langue inconnue, tandis que les cloches sonnaient et que la foule s'accumulait de toutes parts. Isabelle raconta à son confesseur qu'elle croyait qu'il la conduisait à son exécution. Dans son jeune esprit, ce spectacle grandiose ne pouvait signifier que la mort. Londres, novembre 1396, la ville n'avait jamais assisté à un tel spectacle. Richard II avait dépensé une fortune considérable. Il n'avait pas besoin d'impressionner ses sujets ni d'intimider ses ennemis. Le palais de Westminster était orné de draps d'or. La Tamise était remplie de péniches décorées. Toutes les cloches de la ville sonnaient de l'aube à minuit. La cathédrale Saint-Paul se transforma en un véritable cauchemar. Des milliers de bougies, un encens épais qui faisait pleurer, des bannières représentant les symboles combinés de l'Angleterre et de la France. Un autel orné de suffisamment d'or pour acheter une petite armée et au cœur de la cathédrale, un homme de 29 ans attendant le mariage d'une fillette de 6 ans. Richard II dégageait une prestance impressionnante, se tenant droit avec ses traits aristocratiques que les artistes de la cour admiraient. Il portait des robes d'une valeur supérieure à celle de la plupart des domaines nobles réunis. Si son inquiétude semblait évidente, ce n'était pas à cause du mariage des enfants. Il était plutôt préoccupé par la politique. Cette alliance lui donnerait-elle le temps de réprimer ses adversaires nationaux? La France paierait-elle la dot intégralement? Ces nobles pourraient-ils accepter une reine qui ne pourrait pas avoir d'enfant avant au moins 6 ans? Les considérations éthiques lui semblaient sans importance. À son entrée dans la cathédrale, un halètement collectif résonna, non pas d'admiration mais d'étonnement, car elle était étonnamment petite. Drapée dans sa robe de cérémonie qui traînait derrière elle, nécessitant l'aide de 2 assistants pour gérer la traîne, la couronne taillée sur mesure pour sa tête d'enfant, glissait sans cesse et exigeait des ajustements réguliers. De fait, elle fut conduite plutôt que parcourue à pied dans l'interminable allée sous le regard de centaines de nobles. Des ambassadeurs de divers pays européens prirent des notes, tandis qu'à l'hôtel, son époux attendait patiemment, telle une araignée guettant son heure. L'archevêque de Canterbury officia la cérémonie, se baissant pour se mettre à la hauteur d'Isabelle. Lorsqu'il lui demanda si elle consentait au mariage, la peur la frappa. Sa voix lui échappa. Une dame d'honneur venue d'Angleterre l'encouragea, lui murmurant des mots jusqu'à ce qu'Isabelle les répète, à peine audibles que pour ses proches. « Je le ferai ». 2 mots qui scellèrent une condamnation à perpétuité. Lors de l'échange des alliances, les mains de Richard enveloppèrent celles d'Isabelle, la faisant tressaillir. Les spectateurs le confirmèrent. En forçant l'anneau à son doigt délicat, pourtant fait pour un enfant, elle grimaça de douleur, résonnant dans la majestueuse cathédrale. La cérémonie se poursuivit sans interruption, le traditionnel baiser de paix, une tradition médiévale étant modifiée. Richard embrassa son front plutôt que ses lèvres. Ce geste de miséricorde, apparemment insignifiant, fut la seule bonté manifestée durant ce spectacle troublant. La cérémonie se termina, transformant Isabelle de France en Isabelle d'Angleterre, reine consort, mariée à un homme qui aurait pu être son père. La foule éclata en acclamations, les cloches sonnèrent, des pièces furent jetées aux pauvres en guise de célébration. Pendant ce temps, une fillette de 6 ans se tenait devant l'autel, les yeux remplis de larmes, peinant à comprendre pourquoi tout le monde se réjouissait de ce qui semblait être le jour le plus malheureux de sa vie. Les festivités du mariage se poursuivirent à Westminster Hall. 2000 convives se régalèrent de portions qui auraient pu nourrir des villages entiers pendant des mois. Des cygnes remplis de ponts, des têtes de sangliers ornées d'or, des vins de diverses régions du monde. Le divertissement était varié. Musiciens, bouffons et une troupe d'acrobates exécutant des numéros risqués. Isabelle occupait un siège surélevé à la hauteur d'un adulte à la table d'honneur. Elle ne goûta ni ne participa au repas. L'archevêque d'York, assis à proximité, raconta plus tard qu'elle passa tout le banquet à fixer un point précis du mur, comme si son esprit l'avait quitté, ne laissant que l'enveloppe. Cependant, la véritable terreur restait à venir. Les cérémonies de mariage médiévales étaient des événements publics, et non une consommation. Même la société médiévale n'était pas aussi dépravée. Pourtant, la cérémonie du coucher était traditionnelle. La mariée était déshabillée par ses suivantes, bénie par les prêtres et endormie. En la rejoignant, le marié célébrait le mariage. Pour Isabelle, cette coutume fut modifiée. En chemise de nuit, Isabelle serrait sa seule poupée française dans ses bras, tandis qu'on l'enterre. Richard entra, en tenue de nuit. Une foule de courtisans l'observa rejoindre un enfant de 6 ans dans le même lit.
Les rideaux furent alors tirés et les courtisans partirent, laissant Isabelle et son mari seuls pour la première fois. Le déroulement exact de cette nuit-là demeure inconnu. Richard affirma plus tard qu'aucune consommation n'eut lieu, et aucune preuve ne permet de le contredire. En revanche, nous savons qu'à l'aube, les servantes d'Isabelle la trouvèrent coincée sur l'immense lit, silencieuse et immobile. Pendant 3 jours, elle resta muette. Rompant le silence, elle commença par s'adresser en français, demandant quand elle pourrait rentrer chez elle. La réponse fut à jamais refusée. Voici un rebondissement inattendu. Malgré son implication dans cette épreuve ignoble, Richard II traita Isabelle avec une gentillesse surprenante. Après les noces, il lui offrit sa propre résidence au château de Windsor. Dans un environnement peuplé de domestiques parlant français, il les choisit délibérément. Fréquentant les lieux tout en conservant des chambres individuelles, il combla Isabelle non pas de bijoux ni de robes, mais de jouets, de livres et d'un petit poney blanc prénommé Blanche. Était-ce de la bienveillance ou de la manipulation? La question reste d'actualité. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'Isabelle gagna progressivement confiance en son mari. Elle s'adapta à la langue anglaise, participa au rituel de la cour et manifesta même de l'affection envers Richard, l'appelant « mon oncle », une tentative enfantine de saisir leur lien. Richard, en retour, semblait sincèrement se soucier d'elle. Il commanda des portraits, les représentant ensemble, lui assis, et elle debout à ses côtés, sa petite main sur son bras. Il écrivit des poèmes sur la pureté et la protection. Il punissait sévèrement quiconque manquait de respect à la reine. Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette apparence de transformation. Un geôlier affectueux reste un geôlier, un prédateur bienveillant reste un prédateur, et une épouse-enfant chérie reste une épouse-enfant. La vie à la cour d'Angleterre s'est transformée en une étrange routine. Isabelle participait à des événements d'État où elle était présentée comme une pièce exotique. Les émissaires étrangers louaient sa formation, sa capacité à réciter de la poésie anglaise et à exécuter des danses de cour complexes. Au fil des prochaines révélations, je partagerai 3 autres vérités surprenantes sur les épouses-enfants dans les cours médiévales. Si vous trouvez cette histoire cachée aussi troublante que moi lors de sa découverte, assurez-vous de vous abonner aux notifications. Chaque semaine, je publie de nouvelles enquêtes dévoilant les vérités cachées sur les personnages historiques. Et croyez-moi, l'histoire d'Isabelle n'est que le début de ce que les manuels préfèrent garder secret. Ces moments intimes avec les poupées, ces cauchemars récurrents qui résonnaient chez son père à des kilomètres de là, et la façon dont ses serviteurs la persuadaient de manger en raison de sa santé déclinante, due à son désir de rentrer chez elle, restaient muets. L'aristocratie anglaise affichait des comportements disparates à son égard. Certains flattèrent la jeune reine en réponse aux aléas politiques, tandis que d'autres, réticents face à l'influence française et à la faillite financière de la couronne causée par une dot somptueuse, la traitaient avec un dédain voilé. Un incident souvent oublié dans les histoires édulcorées, cependant, souligne le tourment quotidien d'Isabelle. Lors d'un grand banquet, un noble ivre fit une plaisanterie déplacée concernant la procréation de la reine. La foule éclata de rire, mais Isabelle, comprenant le ridicule mais pas l'insinuation sexuelle, pleura et quitta précipitamment la table. Richard fouetta impitoyablement le noble jusqu'à ce qu'il soit aux portes de la mort, sans toutefois parvenir à enrayer la culture qui favorisait un tel humour. Simultanément, en France, la situation empirait rapidement. La folie de Charles VI s'intensifiait, tandis que la corruption d'Isabeau de Bavière prospérait. Le pays s'acheminait progressivement vers la guerre civile. La dot de 800 000 livres sterling, destinée à garantir une paix durable, fut gaspillée en 2 ans dans les constructions extravagantes de Richard et ses échecs militaires. Des lettres de son pays, étroitement surveillées par les autorités anglaises, parvinrent à Isabelle. Parmi celles qui ont survécu, on peut lire « Je prie chaque jour pour vous tous ». On s'occupe bien de moi, mais mon cœur se languit de la France, écrivit-elle. Dans une autre note plus poignante, « Vous souvenez-vous encore de moi ? Je crains que vous n'ayez oublié votre Isabelle. » À 7 ans, elle craignait déjà d'être oubliée. Cependant, en 1399, tout bascula radicalement. En une courte période sanglante, le règne de Richard II devint de plus en plus oppressif. Richard, après avoir banni ou exécuté de nombreux nobles, gouverné sans parlement et gaspillé des fonds dans des projets inutiles, connut sa chute lorsqu'il confisqua les terres d'Henry Bolingbroke, duc de Lancastre. Henry rassembla une armée en réponse. Le soutien de Richard se dissipa rapidement à l'image de la dispersion du brouillard matinal. En août 1399, le monarque, qui avait épousé une enfant pour le pouvoir, se retrouva emprisonné dans son propre royaume. Réfléchissez-y. Quelles en furent les conséquences pour Isabelle ? À l'aube, elle fut couronnée reine d'Angleterre. Au crépuscule, elle était veuve à 10 ans.
Richard fut transféré au château de Pontefract, où il mourut dans des conditions énigmatiques, certains spéculant sur un empoisonnement, d'autres sur la famine ou un meurtre à la hache. Isabelle fut exclue de sa présence, privée de la possibilité de lui faire ses adieux. La dernière fois qu'elle a vu son époux, l'homme qui avait été à la fois ravisseur et gardien, un rêve terrible, et le seul compagnon, il était transporté enchaîné tandis qu'elle criait son nom. Sous Henri IV, Isabelle se retrouva non pas comme une enfant protégée, mais comme un casse-tête à résoudre. Confrontée à une situation difficile, Henri IV la détenait légalement comme reine d'Angleterre, mais ne trouvait aucun financement pour son retour au pays malgré la dot française épuisée. La garder signifiait accueillir un vestige vivant du gouvernement précédent. Sa résolution fut à la fois impitoyable et pragmatique. Isabelle devint une invitée incarcérée au palais de Havering. Bien que non identifiée comme telle, elle fut enfermée, interdite de sortie, de correspondance non filtrée ou d'accueil de visiteurs français. Pendant 3 ans, de 10 à 13 ans, alors que les enfants devraient étudier, grandir et jouer, Isabelle vécut dans une prison dorée, prisonnière politique dans un pays étranger qui avait enlevé la seule âme charitable qu'elle connaissait. À cette époque, ses lettres, poignantes, furent dissimulées dans les archives, ignorées par les historiens, jugées sans importance. Elles dépeignent une enfant perdant progressivement la foi. Elle écrivit à une tante « Je suis oubliée de tous ». En français, elle converse avec les murs pour ne pas oublier le son. Elle aspire à rentrer chez elle mais se réveille en captivité. Une autre lettre fut adressée à son père. « On me dit que vous êtes de nouveau malade. Je prie pour votre rétablissement. J'espère que vous vous souvenez que vous avez une fille en Angleterre qui vous aime toujours. » Cependant, la lettre la plus poignante ne fut jamais expédiée. Découverte cachée dans ses appartements après son départ, elle était adressée à Richard. On pouvait y lire « Monseigneur, il est écrit, on prétend que vous êtes mort, mais je n'y crois pas. Vous avez juré de me protéger à jamais. Je vous attends toujours, votre Isabelle. » Ainsi, la politique anglaise avait orchestré le désir d'une jeune fille de 13 ans de retrouver un homme décédé. Henri IV tenta diverses approches pour résoudre le dilemme d'Isabelle. Il lui suggéra d'abord d'épouser son fils, le futur Henri IV. Isabelle fit preuve d'une étonnante défiance qui laissa la cour stupéfaite. Douce et docile, la jeune reine retrouva sa voix et déclara « Je suis la veuve de Richard, je n'épouserai aucun prince anglais ». Un tel courage fut nécessaire à une jeune fille de 13 ans, emprisonnée et impuissante, pour défier un roi qui avait déjà éliminé un souverain. Le plan ultérieur d'Henri était plus perfide. Si elle refusait de se remarier, elle resterait indéfiniment en Angleterre, retenue en otage pour s'assurer la bonne conduite des Français. Cependant, Isabelle avait appris de ses années à la cour. Elle savait manier le jeu. Elle communiquait discrètement avec la France par l'intermédiaire de serviteurs compatissants, feignait la maladie pour consulter des médecins francophones capables de transmettre des messages et exploitait son statut de reine douairière pour exiger des privilèges spécifiques qu'elle utilisait ensuite pour se constituer un réseau d'alliés. Il ne s'agissait pas d'une princesse passive attendant d'être secourue. Il s'agissait d'une adolescente qui avait survécu à 2 rois et s'était jurée de survivre à un 3e. Finalement, la cour de France, sous la pression des lettres de plus en plus désespérées d'Isabelle et contrainte de préserver sa dignité, ordonna son retour. De longues négociations durèrent 2 années supplémentaires. Henri II exigea le remboursement de la dot, tandis que la France exigeait une compensation pour la détention d'Isabelle, un va-et-vient incessant, tandis que la vitalité de la jeune fille déclinait en captivité. La percée survint d'une manière inattendue. Charles VI, le père fou d'Isabelle, connut un moment de lucidité. En cette occasion singulière, le brouillard se dissipa. Il se souvint qu'il avait une fille en Angleterre. Il se souvint qu'elle avait été échangée contre la paix, et sa rage le saisit, alarmant même ses serviteurs. « Ramenez-la » hurla-t-il. Et cette fois, la cour obéit à son roi fou. En 1401, à l'âge de 13 ans, Isabelle finit par rentrer en France. Cependant, la jeune fille qui revint n'était pas celle qui était partie. Les archives contemporaines la décrivent comme plus âgée que son âge, enveloppée de mélancolie et surtout toujours en train de regarder derrière elle comme si elle anticipait une arrestation. 5 ans s'étaient écoulés depuis son départ et pourtant, le joyeux retour espéré auprès de sa famille se révéla hors de portée. Charles VI ne la reconnut pas, sa folie étant revenue avant son arrivée. Au lieu d'une fille chérie, Isabelle de Bavière percevait un atout politique dévalué. Une reine sur le déclin exerçait moins d'attrait sur le marché matrimonial qu'une princesse intacte. Néanmoins, elle se retrouva sur le sol français, au milieu des sons, de la langue et de la cuisine familiers. Un instant, elle aurait pu croire que l'épreuve était terminée. Cependant, elle se trompait lourdement, le cauchemar ne faisait que se métamorphoser. En 1401, la France était plus tumultueuse qu'à son départ, en proie à la guerre civile armagnaco-bourguignonne, Paris changeant fréquemment de main entre des factions sanguinaires.
Le monarque était devenu une simple marionnette, la reine-mère ouvertement alliée à ses ennemis, le trésor public épuisé, la population affamée, et Isabelle désormais considérée comme une marchandise endommagée nécessitant réparation. Pour faire face à sa situation difficile, Isabelle a conçu une solution immédiate et impitoyable. 1406 marqua l'union d'Isabelle avec Charles, duc d'Orléans, poète et rêveur de son âge et de son tempérament. Ce fut sans doute la première fois qu'Isabelle ressentit quelque chose qui s'apparentait à de l'amour. Comparé à Richard, possessif, Charles faisait preuve de douceur. Tandis que Richard vieillissait, Charles restait jeune. Il composa pour elle des poèmes qui reflétaient les thèmes de la guérison et de l'espoir. L'espace d'un instant fugace mais magnifique, Isabelle goûta la joie. En 1409, leur fille, Jane, naquit, transformant profondément Isabelle. Les observateurs affirmèrent qu'elle rayonnait d'une joie sans précédent. Avec Charles, elle trouva quelqu'un à aimer sincèrement, quelqu'un à protéger, une expérience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, telle est l'histoire d'Isabelle et le bonheur durable n'était pas son destin. L'accouchement fut difficile, trop éprouvant pour un corps affaibli par la dépression, épuisé par le stress et usé par les traumatismes. Les médecins, qui n'avaient pas réussi à guérir un roi fou, furent incapables de sauver une reine mourante. À 20 ans, mourante, Isabelle exprima son dernier souhait, embrasser sa fille une dernière fois. On lui présenta Jaroni, enfant, et Isabelle murmura quelque chose à l'oreille du bébé, inaudible pour tous. Ces derniers mots furent réservés à son enfant. Elle s'éteignit le 13 septembre 1409, à 20 ans. Reine à 2 reprises, captive, pion et brièvement mère amoureuse. Les chroniqueurs de la cour ne consacrèrent que 3 lignes à sa disparition. 3 lignes pour une femme vendue à 6 ans, veuve à 10 ans, emprisonnée jusqu'à 13 ans et décédée à 20 ans. L'accent était mis sur l'impact politique de sa mort et non sur l'histoire déchirante de sa vie. Pourtant, nous connaissons désormais la réalité. Enfouie dans les archives, la correspondance privée et les marges des chroniques officielles où la vérité affleurait souvent. Nous comprenons le tourment infligé à Isabelle de France. Elle n'était pas une princesse de conte de fées. C'était une enfant exploitée à des fins politiques. Sa douleur n'était ni noble ni significative. Drapée d'élégance tout en dissimulant la barbarie, la façade de la diplomatie occultait la souffrance d'individus comme Isabelle. Chaque fois que nous nous remémorons avec nostalgie l'époque médiévale, chaque fois que nous songeons avec nostalgie aux chevaliers, aux dames et à l'amour courtois, nous occultons le souvenir de victimes comme Isabelle. Enfants vendus, femmes trafiquées, êtres humains dont les vies furent réduites à l'état de pions dans les jeux des puissants, les preuves sont irréfutables. Contrat de mariage spécifiant la propriété d'un enfant, documents financiers détaillant le paiement d'une fillette de 6 ans, lettres implorant la liberté, témoignages de serviteurs témoins de ses larmes, dossiers médicaux attestant d'un corps marqué par une vie de sévices. Ce ne sont pas des incidents isolés. L'histoire d'Isabelle a été maintes fois reprise dans toute l'Europe médiévale. Marguerite d'Anjou, mariée à 15 ans, Philippa d'Angleterre, fiancée alors qu'elle était encore enfant, nombreuses sont les filles dont les noms restent anonymes, car ils n'avaient pas l'importance d'être enregistrés. Pourtant, on se souvient d'Isabelle non pas pour la singularité de son histoire, mais parce que des vestiges suffisants ont persisté pour reconstituer la réalité. Elle les incarne tous, les innombrables enfants offerts sur l'autel des aspirations de leurs parents. Tandis que vous regardez des romances médiévales se dérouler à l'écran, contemplez Isabelle sanglotant lors de son transport en Angleterre pour son père. Réfléchissez à l'éloge de la chevalerie par les historiens lorsqu'on pense à une enfant de 6 ans suppliant d'apporter ses poupées à son mariage. Réfléchissez aux mariages arrangés, souvent romancés, lorsqu'on pense à une jeune fille de 20 ans succombant à une vie de servitude. Souvenez-vous, Isabelle de France fut tuée. Non pas rapidement avec une lame ou lentement avec du poison, mais progressivement par la politique. Non pas en un instant, mais au cours de 14 années d'une érosion implacable. Son enfance périt à 6 ans. La liberté disparut à 10 ans. Les espoirs s'éteignirent à 13 ans. Et finalement, son esprit capitula à 20 ans. Elle laissa derrière elle une fille vouée à un mariage politique. La dégradation répétitive des femmes, en valeur monétaire dans les jeux des hommes puissants, a persisté sans relâche. Pourtant, ces cycles cessent lorsque quelqu'un choisit de les perturber. Cependant, nous devons cesser de les idéaliser. Nous devons les identifier pour ce qu'ils étaient. Des abus sexuels sur mineurs soutenus par l'Église et l'État, un trafic d'êtres humains masqués, lors de cérémonies, l'anéantissement de l'innocence au nom de la quête du pouvoir. La prochaine fois que quelqu'un évoquera le charme du Moyen-Âge, parlez-lui d'Isabelle. Parlez-lui de la fillette de 6 ans qui a payé la paix de son enfance, partagez les lettres de supplication demandant son retour, mentionnez la jeune femme de 20 ans qui a péri, sans jamais goûter un seul jour de liberté personnelle. C'est la véritable époque médiévale.
C'est la réalité cachée derrière les châteaux et les couronnes. C'est l'horreur que nous avons passé des siècles à essayer d'effacer de la mémoire. Pourtant, Isabelle mérite d'être reconnue, ni comme reine, ni comme emblème politique. Enfant sans protection, une fille non chérie mais trahie, une femme trouvant l'affection trop tard pour se sauver. Sa pierre tombale portait l'inscription « Isabelle de Valois, reine d'Angleterre, duchesse d'Orléans ». Pourtant, il aurait fallu écrire « Isabelle, victime d'un royaume où les enfants étaient les dépossessions ». À 6 ans, elle revêtit une robe de mariée plus lourde que son propre poids, et pourtant personne n'intervint. Voilà la terreur qui devrait persister. Non pas des esprits, des bêtes ou des murmures surnaturels, mais la véritable terreur, des gens ordinaires commettant des actes inhumains et qualifiant cela de progrès. Souvenez-vous d'Isabelle de France, rappelez-vous son histoire et souvenez-vous de cette vérité. L'indifférence des bons envers une telle méchanceté ne fait que lui permettre de prospérer, se faisant passer pour l'histoire. La petite fille qui rêvait d'apporter ses jouets à son mariage ne mérite rien de moins.